Ok, donc là, on va faire la Begriffsschrift ou idéographie. Alors moi, j'aime pas trop la traduction par idéographie parce que, ben, en fait, juste Frege, s'il avait voulu l'appeler idéographie, il aurait pu. Bon, après, on traduit en français, donc ça fait sens, mais enfin, je veux dire, en allemand, ça aurait fait sens aussi, idéographie, donc bref. Moi, je préfère toujours dire Begriffsschrift, après, libre à vous dans les leçons à dire idéographie parce que, bon, je comprends, c'est une traduction, donc forcément, le traducteur, il a choisi de traduire en français pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire. Mais bon, Begriff, c'est concept, c'est pas quand même la même chose, mais bon, ça c'est des choix de traduction. Donc comme vous entendez dans le titre, Begriffsschrift, bah concept et Schrift, bon, l'écriture, la graphie. Donc voilà, ou idéographie, écriture des idées. Bah c'est vraiment l'idée principale philosophique derrière. Elle va d'abord être là, c'est-à-dire trouver une manière de transcrire visuellement les concepts. Et précisément, Frege, ce qu'il veut, c'est rompre avec notre compréhension spontanée du langage pour être au plus proche de ce qu'il considère la pensée, donc quelque chose d'objectif, qui est pas représentationnel. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose en première personne. Il veut distinguer ça des objets de la psychologie. Donc lui, il veut un système symbolique qui ne soit inhabituel, mais volontairement. Voilà. Dans les textes que je donne, il dit, bah, c'est comme un microscope qui nous permet de zoomer sur des aspects, des idéalités. Bon, il dit pas idéalité, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est pour ça que visuellement, alors là, j'ai pas mis des images, j'aurais pu, mais cherchez sur internet Begriffsschrift Frege, vous verrez en fait, c'est une forme avec des dessins et c'est vertical, les raisonnements, et c'est un truc avec des lignes. Et l'idée, c'est que ça ressemble pas à l'écriture et que ce soit pas comme l'écriture manuscrite de gauche à droite, et c'est fait exprès pour être déroutant. Donc voilà. Après, ça a donné lieu à d'autres. Enfin, vous pouvez trouver des choses un peu qui ressemblent, qui sont différentes philosophiquement, mais par exemple, Peirce, il a aussi fait les graphes existentiels. Mais peut-être je rajouterai un truc sur ça dans le cours, mais où c'est un système logique où bah, les règles de la logique, elles sont traduites par des règles visuelles qui sont strictement équivalentes. Et du coup, c'est des systèmes avec des. Il appelle des graphes, mais c'est des dessins. Et ça, les règles la façon d'articuler les dessins, ça représente les règles de la logique et ça fonctionne. Et on peut raisonner juste visuellement. Et l'idée de la Begriffsschrift, principalement, c'est de permettre ça. Mais de toute façon, j'y reviens après. Donc, le projet initial de Frege est celui d'une fondation de l'arithmétique par la logique. Arithmétique, ici, c'est à entendre au sens de la science des nombres entiers, mais aussi l'analyse mathématique dans son ensemble. Bon, pour vous, philosophes, retenez, c'est quand il y a des nombres, des additions, des fonctions. Voilà, c'est vos mathématiques du lycée, on va dire, c'est de l'arithmétique. On simplifie au max, retenez juste ça. Voilà. Et la thèse de Frege, ça c'est vraiment le point important, contre Kant, est que l'arithmétique, elle est de part en part analytique et non synthétique. Elle n'est pas construction de concepts dans l'intuition, mais simple construction par concept, comme l'est la logique. Pour le Frege de la Begriffsschrift, l'arithmétique se réduit à la logique. Et ça, on va essayer d'en rendre compte après. Et il faudra bien voir que comme Frege, il n'a pas une conception calculatoire de la logique, c'est aussi une manière de dire, bah en fait, l'arithmétique, elle a une signification, et la logique, elle est là pour traduire cette signification de façon pure, si vous voulez, sans embâge, sans qu'il y ait un brouillage du matériau formel qui va permettre de le traduire. Et l'aspect calculatoire est aussi important, mais lui, il considère qu'il apporte les deux, l'aspect calculatoire de la logique de Boole et l'aspect euh, contentuel, enfin, tout ce qui relève de la signification et qui, pour lui, relève vraiment, et l'arithmétique, l'arithmétique, c'est de la signification. Voilà. Mais ça va faire sens après. L'arithmétique ne passe pas par la médiation de l'intuition. Je cite, nous voyons comment la pensée pure, indépendamment d'aucun contenu donné par les sens ou même donné a priori par une intuition, est capable, à partir du seul contenu qui résulte de sa propre constitution, de produire des jugements qui n'apparaissent à première vue possibles que sur le fondement de quelque intuition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la pensée pure, mais on a l'impression, le fait que ça tombe sous le sens que ça relève de l'intuition, mais c'est pas l'intuition. Voilà, faut pas se tromper. Il veut juste dire ça. Et là, je vais citer Philippe de Rouillant, donc c'est un livre très clair sur Frege. Bon, bah, enfin, le cours normalement se substitue à sa lecture, mais bon, là, je cite ce que dit Philippe de Rouillant sur la notion de logicisme. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que Frege, il est logiciste. Je cite, le programme logiciste au sens étroit était de définir en termes purement logiques toutes les notions, objets, opérations, relations, arithmétiques, et de démontrer par les seuls moyens, c'est-à-dire lois et règles d'inférence, de la logique, et sans aucune postulation spécifiquement arithmétique supplémentaire, toutes les vérités arithmétiques.
Une démonstration en général, pour Frege, devait être constituée d'une séquence d'énoncés dont chacun était une loi primitive, un axiome logique ou spécifique de la science considérée, ou une loi, théorème logique ou spécifique de la science considérée déjà dérivée, c'est-à-dire démontrée, soit un énoncé résultant d'énoncés figurant avant lui dans la séquence par application d'une règle d'inférence primitive ou déjà dérivée. Bon, c'est une manière longue de le dire, mais vous avez compris. On voit déjà quel préalable s'imposait, le recensement des lois et règles d'inférence logique à reconnaître comme primitives, non forcément toutes, mais celles du moins qui semblaient propres à permettre par la suite les démonstrations de toutes les vérités arithmétiques. Et là, en fait, je le rajouterai, je pense, après dans le cours, mais dans son livre, Philippe de Rouillant, il commente pas mal le plan de la Begriffsschrift, et c'est pas mal pour comprendre comment Frege... Et ça, ce qu'il dit, c'est que c'est le deuxième chapitre, donc en français, le titre, le deuxième chapitre de la Begriffsschrift, c'est Représentation et dérivation de quelques jugements de la pensée pure. Voilà. Et là, il parle de calculus ratiocinator, voilà. Avant de traiter l'arithmétique en termes logiques, encore fallait-il être en mesure de dénombrer les lois logiques primitives. C'est l'objet du premier chapitre. Et donc c'est pour ça l'ordre de la Begriffsschrift, il est intéressant, parce qu'il commence par d'abord, ok, les lois de la logique, première, et il commence par ça. Donc ça s'appelle Erklärung der Bezeichnungen, c'est-à-dire définition des symboles, qui sert de lingua characteristica pour le calculus ratiocinator présenté dans le second chapitre. Des mots de Frege lui-même, je cite, « Mais le reproche qui m'est adressé ignore principalement que mon but fut autre que celui de Boole. Je n'ai pas voulu donner en formule une logique abstraite, mais donner l'expression d'un contenu au moyen de signes écrits, et d'une manière plus précise et plus claire au regard que cela n'est possible au moyen des mots. En fait, je n'ai pas voulu créer seulement un calculus ratiocinator, mais une lingua characterica, au sens de Leibniz, étant bien entendu que le calcul de déduction est à mon sens partie obligée d'une idéographie. Si mon intention fut méconnue, la raison en est peut-être que, dans l'exécution de mon projet, j'ai laissé plus qu'il n'était dû la logique abstraite occuper le premier plan. » Là, c'est un autre texte qui s'appelle Sur le but de l'idéographie, où en fait, il essaye de clarifier ce qu'il voulait faire dans son livre. Voilà. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment une logique. Le but, c'est, ce qui l'intéresse, c'est traduire la signification sans avoir une médiation qui brouille cette signification elle-même. Voilà. Donc, pour ça, c'est l'écriture même des idées, c'est l'idéographie ou Begriffsschrift. Voilà. Et son opposant, c'est Boole. Et plus loin, mais j'anticipe parce que j'ai peut-être oublié de le dire, il y a quelque chose qui reproche à Boole et qui est hyper important pour Frege, c'est que ce qu'il aime pas, c'est que Boole, Boole c'est le premier vraiment à avoir conceptualisé plein de choses en logique, en fait, il utilise les mêmes symboles que l'arithmétique pour parler de logique, par exemple pour la vérité et le faux, il utilise le 0 et le 1, et il va utiliser le plus, par exemple, pour parler des... Ah là, je sais plus exactement quel est le rôle du plus, mais Frege il dit bah ouais, mais c'est les mêmes signes que l'arithmétique. Du coup, si tu veux parler de l'arithmétique et que tu dois dire bon, c'est le plus, mais là c'est le plus de la logique et pas le plus de l'arithmétique, non. Donc il faut choisir volontairement des symboles qui sont des symboles inhabituels. C'est pour ça qu'il va dire après ouais, mais c'est confusant. Bref, si tu utilises le plus pour parler du plus, mais de dire attention, il y a deux plus, bref. Pour lui, c'est philosophiquement décisif, donc c'est pour ça que j'insiste. Bon, je continue. Que veut dire Frege par là? Dans le texte ci-dessus, Frege répond aux objections de Schröder et avance que sa logique n'est pas un simple outil calculatoire comme les celles de Boole. La logique booléenne ne s'intéresse qu'aux valeurs de vérité des propositions et à leurs relations algébriques. Elle est un calculus ratiocinator. Pour Boole, c'est précisément cet aspect calculatoire qui fait l'intérêt épistémologique de sa logique, qui est indépendante du contenu auquel on l'applique. Sa validité ne dépend pas de ce dernier. Cela signifie qu'un même contenu peut être traduit dans plusieurs systèmes d'interprétation, plusieurs logiques, et qu'un système d'interprétation peut porter sur plusieurs contenus différents et apporter une même solution formelle à des problèmes qui relèvent de domaines hétérogènes, sinon par la médiation d'un langage formel. Donc lui, Boole, il va dire bah, c'est calculatoire et c'est hyper bien parce que si je trouve plusieurs modèles de mon système, enfin plusieurs objets qui lui correspondent, bah, je peux utiliser le même système et ce qui sera vrai dans cet appareil formel bah, sera vrai dans tous les objets qui lui correspondent, donc ça donne un outil calculatoire parfait en quelque sorte. Mais Frege, il veut pas qu'on dissocie l'aspect calculatoire logique de tout ce qui relève du contenu et de la signification. Donc là, je vais citer Boole. Alors la citation est en anglais, parce que le texte est en anglais, je l'ai laissé, je pars du principe que ça va pour vous, mais je peux la traduire si vous voulez. Mais bon, là, je vais la lire en anglais. They who are acquainted with the present state of the theory of symbolic algebra are aware that the validity of the processes of analysis does not depend upon the interpretation of the symbols which are employed, but solely upon the laws of their combination. Donc voilà. Donc la validité de l'analyse ne dépend pas de l'interprétation des symboles que l'on emploie,
mais seulement des lois de leur combinaison, de leur composition. Voilà. Donc après, bon, je vais pas lire toute la citation, mais voilà, je vous laisse la lire après. J'avais mis en gras ce que je voulais simplement couvrir ici. Donc Frege, par opposition avec Boole, il propose quant à lui une théorie de la quantification qui permet d'exprimer la signification des propositions et de traduire dans une langue formelle des pans entiers du savoir scientifique. Elle n'est pas seulement de nature calculatoire. Cette plus grande généralité de la logique frégéenne tient au fait qu'elle dispose d'un appareil formel bien plus développé. Les quantificateurs, les prédicats et les variables. Les quantificateurs, c'est le pour tout, le il existe. Voilà. En fait, la logique de Boole par rapport à Frege, c'est très simple. En fait, il y a très peu d'outils. On peut pas dire grand chose avec. C'est vraiment. Il y a des 0, des 1, il y a un plus. Ça va pas très très loin. C'est pour ça que Frege, en fait, en termes de possibilités expressives, il peut traduire beaucoup plus de choses. Et bah, Boole, par exemple, il peut pas traduire l'arithmétique dans son langage. Donc, Frege considère qu'une idéographie complète est à la fois calculus ratiocinator et lingua characterica. Dans un article posthume de 1880 intitulé La logique calculatoire de Boole et l'idéographie, bon, c'est un article que Frege, il a pas réussi à faire publier, bon, peu importe. Frege explique que son idéographie unit les deux aspects du raisonnement arithmétique, à savoir son contenu même, c'est-à-dire la résolution des équations, les symboles de l'arithmétique comme l'addition et la soustraction, et la partie proprement calculatoire, c'est-à-dire la logique de Boole. Donc lui, il se voyait comme quelqu'un qui fait la synthèse entre ces deux aspects. Donc, la logique de Boole Frege combine en quelque sorte de l'extérieur les résultats arithmétiques. Et la logique de Boole n'est pas pratique pour cela puisqu'elle utilise les mêmes symboles que l'arithmétique, ce qui introduit une confusion entre les deux registres. Voilà ce que je vous dis. L'arithmétique a besoin de recourir à une langue logique lorsqu'elle exprime ses résultats. Elle ne saurait s'écrire exclusivement par les nombres. Je cite, « Précisons maintenant par contraste avec Boole les buts de mon idéographie. J'y ai eu dès le début à l'esprit l'expression d'un contenu. Le point de mire de mes efforts est une lingua characteristica d'abord pour les mathématiques, non un calculus limité à la pure logique. Mais le contenu doit être rendu de façon plus précise qu'à l'aide du langage des mots. C'est que ce dernier laisse beaucoup à deviner, si facilement que ce soit. C'est que ce dernier laisse beaucoup à deviner, si facilement que ce soit, la composition des mots Berggipfel, sommet de la montagne, et Baumriese, arbre géant et similaire, bien que la relation logique des constituants diffère l'un de l'autre. Ainsi, cette dernière ne sera pas exprimée du tout, mais devra être devinée. Le langage ne fait souvent que suggérer par des caractères inessentiels ou par des images ce qu'une idéographie doit exprimer intégralement. Donc s'il y a parenté ou ressemblance entre des notions, bah, il faut que ce soit inscrit même visuellement dans l'appareil graphique qu'on va utiliser. D'une manière plus superficielle, cette dernière, l'idéographie, se distingue encore du langage des mots par le fait qu'elle est destinée à l'œil au lieu de l'oreille. Ça, c'est extrêmement important, il faut que ce soit visuel, il ne faut pas que ce soit lié à l'oreille. C'est un peu l'aspect phénoménologique de l'idéographie. C'est ce qu'est en vérité aussi l'écriture des mots. Mais du fait qu'elle représente seulement le langage des mots, elle ne se rapproche guère plus de l'idéographie, elle s'en écarte plutôt beaucoup plus encore, puisqu'elle est constituée de signes et non de signes de choses. Là, il parle de l'écriture. Une lingua characterica. Bon, à chaque fois, j'écris caracteristica, désolé, faut que je règle les problèmes de typo. Doit, comme dit Leibniz, peindre non pas les paroles, mais les pensées. Voilà, peindre non pas les paroles, mais les pensées. C'est pour ça qu'il dit que ça s'adresse à l'œil et pas à l'oreille. Et même, ils l'atteignent partiellement. Les langages formulaires mathématiques s'approchent beaucoup plus de ces objectifs, et même, ils l'atteignent partiellement. Mais celui de la géométrie reste encore tout entier à développer, et celui de l'arithmétique même ne suffit pas pour son propre domaine. Car précisément, en des endroits les plus importants, lorsqu'il faut introduire de nouveaux concepts, établir de nouveaux fondements, il doit céder la place au langage des mots, puisqu'il se compose seulement des nombres à partir de nombres et peut exprimer seulement la sorte de jugement qui ont trait à l'égalité des nombres qui ont été formés de telle ou telle manière. Bon là, ça fait pas sens pour vous, je pense, mais en fait, ce qui plaît pas à Frege et ce qui est un problème à l'époque, c'est que quand on fait de l'arithmétique, il y a un moment où pour exprimer les lois de l'arithmétique, on doit utiliser des mots. On doit dire, bah, l'addition, ça fait ça a telle propriété, voilà. On peut pas, il n'y a pas encore l'idée qu'on peut exprimer avec des axiomes logiques, un langage entièrement logique, tout le fonctionnement de l'arithmétique. Et ça, bah, c'est un problème. On veut plus passer par les mots. On veut qu'il y ait des moyens purement formels, mathématiques d'exprimer l'arithmétique. Voilà. Vous savez, c'est comme dans les langages de programmation. Si vous avez déjà fait ça, vous pouvez insérer, vous mettez un dièse ou peu importe, un slash, il y a un signe, et vous pouvez mettre des commentaires écrits pour expliquer ce que vous êtes en train de faire dans le programme, et le programme, il compte pas ça comme une partie du programme. Bah, là, c'est un peu ça qui le dérange, c'est qu'il voudrait qu'on n'ait pas besoin de ça, parce que là, dans l'arithmétique, c'est essentiel. Et on veut pas ça. Donc, c'est simplement ça, voilà.
C'est comme si dans votre programme, vous deviez écrire à la machine, bon, alors fais-moi ça sans utiliser le langage de programmation. C'est un peu la même chose. Donc, problème, on veut qu'un langage logique et que l'arithmétique, ce soit purement une affaire, disons, formelle. Donc, mais l'arithmétique, au sens le plus large, forme aussi des concepts. Ah ouais, question. En fait, l'idée c'est d'avoir, si tu veux, l'idée c'est que les lois de l'arithmétique, elles soient exprimées comme un système formel clos, clair, et qu'on puisse dire l'arithmétique c'est cet ensemble de lois. Et donc ça c'est typiquement les axiomes de Peano, je t'invite à regarder les axiomes de Peano, et ça, bah, si t'avais pas la logique et les quantificateurs, bah, à part avec des mots, c'était difficile de l'exprimer, de dire quelles sont les propriétés de l'addition, tu vois. Des choses comme ça, t'es obligé de dire, ah ben, il y a l'associativité, des choses comme ça, donc tu dois passer par des mots et une description avec des mots pour dire je peux faire telle chose, je peux pas faire telle chose. C'est ça. En fait, faut voir que là, la logique, elle n'existe pas encore, en fait. Et si tu regardes des manuels de mathématiques du 19e ou du 18e siècle, potentiellement, tu vas trouver ça très très bavard, parce qu'en fait, aujourd'hui, bah, on va te mettre des quantificateurs, des choses, des formules, là où avant, on pouvait pas forcément exprimer tout en formule, c'est simplement ça. Mais je vous invite, alors je l'ai pas mis, mais je voulais pas vous faire peur, mais les axiomes de Peano, c'est vraiment le truc classique de l'époque, c'est pas compliqué, hein, c'est juste les lois de l'arithmétique écrites, voilà. Ouais, c'est ça, PEANO. Mais l'arithmétique au sens le plus large forme aussi des concepts, et en vérité d'une richesse et d'une précision dans l'articulation interne, telle que peut-être on ne puisse en trouver combinée avec une égale perfection logique dans aucune autre science. Et oui, et aussi, pardon, à l'époque, il y a aussi le gros problème philosophique, c'est donner une définition de ce qu'est un nombre. Et en fait, c'est extrêmement difficile à définir à l'époque. T'as plusieurs, il y a tout un livre sur la théorie, enfin sur ce qu'est un nombre, voilà. Donc il y a le mathématicien Dedekind notamment, c'est quelqu'un qui a vraiment participé qui a vraiment donné une proposition de ce que c'est un nombre. Mais Frege, bah lui aussi, par exemple, bah typiquement les Grundlagen der Arithmétique, les fondements de l'arithmétique, c'est ça. C'est ok, on va montrer qu'il y a des lois de l'arithmétique, que c'est pas juste un ensemble arbitraire de règles d'application, mais on sait pas trop ce qui les lie. Non, on peut exprimer ça comme un système où tout se répond, où tout fait sens. Et on peut définir de façon logique ce qu'est un nombre sans partir d'une sorte d'entité ontologique pas claire, inexpliquée. Donc voilà. En mathématiques, ça pose d'autres problèmes parce que vous savez, il y a les nombres réels, les nombres complexes, voilà. Donc ça aussi, c'est pareil, il faut trouver un lien, quelque chose qui permet de savoir qu'on parle bien de la même chose. En fait, c'est des problèmes philosophiques qui nous parlent plus aujourd'hui, et voilà. Mais à l'époque, c'était vraiment le sujet chaud. Si t'étais un philosophe qui s'intéressait aux mathématiques et à la logique, c'était qu'est-ce que c'est un nombre? Donc voilà. N'allez pas lire le livre sur les nombres parce que il est à la bibliothèque, mais bah, c'est vraiment des maths, donc ça va vous faire peur. Mais je comprends que c'est pas intuitif pour nous que cette question du nombre ou cette question de l'arithmétique, ce soit une question philosophique. Il n'y a pas de problème avec ça, voilà. Je continue. L'arithmétique porte aussi des jugements qui sont différents des simples égalités et inégalités. La raison de cette incapacité à suivre le mode de formation des concepts par la science, dans le langage formulaire arithmétique, tient à l'absence de l'une des deux parties dont doit être constitué tout langage perfectionné. Voilà, là, c'est vraiment une phrase, si vous voulez comprendre, je vais la mettre en gras. La raison de cette incapacité à suivre le mode de formation des concepts par la science tient à l'absence de l'une des deux parties dont doit être constitué tout langage. Voilà, c'est la raison, si tu veux, il parle d'incapacité à suivre le mode de formation des concepts. Et c'est ça qui leur convient pas, c'est qu'on veut savoir génétiquement un nombre, il faut que si je veux dire que l'arithmétique c'est analytique, il faut que je puisse dire bah regarde la définition d'un nombre, elle est analytique, elle est juste dérivée de mes règles logiques de base primitives. Voilà, c'est simplement ça. Continue. C'est-à-dire qu'on peut distinguer la partie formelle qui dans le langage des mots est constituée par les terminaisons, préfixes et suffixes, et les particules de la partie proprement expressive de contenu. Les signes de l'arithmétique correspondent à la dernière. Ce qui manque encore, c'est le ciment logique qui permettra d'assembler solidement les unes avec les autres ces pierres de construction. Jusqu'à présent, le langage des mots en a tenu lieu, et il devint impossible par conséquent de s'en passer. Non pas simplement dans les parties non essentielles à la rigueur de la suite inférentielle, et qui ne servent qu'à faciliter la saisie de l'enchaînement, mais aussi bien dans la démonstration elle-même. Bon, désolé, c'est pas clair, faut lire plutôt c'est pas très utile, je pense, que je lise à haute voix. Bon, je finis la citation. A l'inverse, la logique symbolique de Boole ne représente que la partie formelle du langage, et même celle-ci de façon incomplète. Le langage formulaire de Boole et celui de l'arithmétique
résolvent par conséquent chacun une partie du problème d'une idéographie. Donc lui il dit, bah moi je veux à la fois le côté, il y a un contenu, il y a une signification, ça c'est l'arithmétique, et le contenu calculatoire, ça c'est la logique de Boole. On aura maintenant, pour obtenir une solution plus complète, à compléter par une partie formelle les signes de la mathématique, car il serait non expédient de laisser ce qui est déjà disponible inutilisé. Mais à l'élaboration de ce complément, la logique de Boole est totalement impropre, du seul fait qu'elle utilise les signes plus, 0, 1 en un sens qui diverge du sens arithmétique. Cela conduirait à de grands inconvénients si dans la même formule, le même signe se trouvait avec des significations différentes. C'est ce que je vous disais avant. On peut en faire le reproche à Boole, puisqu'une telle utilisation de ces formules est manifestation tout à fait étrangère à ses intentions. Le problème se pose ainsi de mettre en place des signes pour les relations logiques qui soient aptes à fusionner avec le langage formulaire mathématique, et ainsi de former, au moins pour un domaine donné, une idéographie complète. C'est ici que prend place mon opuscule, à savoir l'idéographie. Voilà. Bon, la citation, elle à lire, elle est pas difficile, hein, c'est juste, bon là je la lis un peu vite, mais voilà. Et là, distinction conceptuelle très utile que nous donne Frege. Alors c'est dans un article non publié qui s'appelle Logische Allgemeinheit. Il distingue le langage d'exposition, Darlegungssprache, et le langage auxiliaire, Ilsprache. Le langage formulaire de l'idéographie, en fait, c'est un langage auxiliaire. Il est voué à expliciter la langue naturelle, qui est notre langue d'exposition. C'est la langue, dans votre langage de programmation, là où vous mettez les explications pour vous-même ou les gens qui regardent le programme, où vous écrivez dans votre langue naturelle. Là, ce que j'ai écrit dans mon programme qui est compliqué, c'est ça. Du coup, la personne, elle comprend pas votre programme, elle dit ah ok, bon, je peux passer ce morceau, il m'a expliqué avec des mots. Ça, c'est le langage d'exposition, c'est le langage dans lequel on peut expliquer ce qu'on fait. Le langage auxiliaire, c'est le langage pour les démonstrations, c'est le langage formel où on peut utiliser des lois et les dériver et savoir que c'est nécessaire. Voilà. On peut savoir que c'est nécessaire que si je pars de 0 et que j'ajoute 1, je reste dans les entiers naturels et que c'est que l'ensemble des entiers naturels, il est clos par l'addition. Bon, ça vous dit rien, mais c'est un truc important, par exemple, chez Peano, voilà. Il faut savoir que c'est clos par addition, les naturels, et ça, on va pas le dire dans le langage d'exposition. On veut un langage qui soit celui des mathématiques, de la logique, de l'arithmétique. Donc je cite pour développer ces distinctions. Ce langage, que j'appellerais langage auxiliaire, Ilsprache, a vocation à servir comme un pont du perceptible vers l'imperceptible. Ce langage auxiliaire doit être distingué du langage dans lequel je conduis mes pensées, c'est-à-dire l'allemand habituel, écrit ou imprimé, qui est mon langage d'exposition. Darlegungssprache. Ce sont toutefois les phrases du langage auxiliaire qui sont des objets dont il est question dans mon langage d'exposition. Alors vraiment très important, c'est par contre la question on parlait de la référence, de la dénotation, ce qui nous donne le référent, c'est le langage auxiliaire, parce que ça c'est le langage de la science. C'est le microscope. Quand dans le texte après, il dit attention, il dit si je veux savoir de quoi je parle, je vais dans les sciences naturelles par exemple, je vais plutôt me fier au microscope, je vais me fier à l'outil fiable. Et c'est lui qui va me dire de quoi je dois parler dans ma langue d'exposition. Bon, là, le terme langue d'exposition, il existe que dans ce texte. Mais ça, vous pouvez en abuser dans toutes les leçons sur la logique. La distinction, elle est tellement utile. Même dans toutes les leçons sur la science, c'est pas très connu, ça fera son effet. On met les mots allemands, comme ça, là, c'est les points bonus. C'est la point shower, vous prenez plein de points. Donc, on aime ça. J'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, donc, et il dit, mais il précise aussi dans le texte que je lirai après, qu'il a bien conscience que on n'en a pas toujours besoin. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est un langage auxiliaire. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de parler en langage logique tout le temps. Il y a un moment où j'en sors. Il dit, le microscope, je l'utilise quand j'ai besoin de m'en servir, mais je vais pas tout faire au microscope. C'est pas utile. Si je veux me balader dans la rue, mon microscope, je vais me faire écraser. Voilà. Bon, bref, j'exagère un peu, mais c'est ça qu'il raconte. Donc, ce que cherche le Frege de la Begriffsschrift, c'est une langue à même de transcrire le contenu conceptuel des expressions sans introduire d'ambiguïté ou faire obstacle à son expression. Dans sa préface, il compare la langue naturelle à nos yeux et l'idéographie à un microscope. Frege appelle contenu conceptuel, et ça c'est vraiment un concept, Begriffliche Inhalt, le contenu qui importe au raisonnement déductif. Je vais expliciter. Deux mots peuvent alors, en dépit de légères différences quant à leur sens, avoir le même contenu conceptuel pour peu qu'ils jouent le même rôle inférentiel. C'est-à-dire si on peut effectuer les mêmes raisonnements et les substituer librement dans nos inférences sans que ces inférences diffèrent, c'est-à-dire ils ont la même utilité en tant que prémisse et ils remplissent exactement la même fonction comme conclusion de raisonnement ou comme moyen terme si vous voulez parler comme Aristote, on peut considérer que même s'il y a des différences entre les deux termes d'un point de vue un peu du sens, en fait, ils ont le même contenu conceptuel parce qu'ils ont le même rôle inférentiel. Mais il donne un exemple qui est très simple. Voilà, si vous donnez un exemple de ce qu'est le contenu conceptuel pour Frege, c'est l'exemple qu'il donne lui-même et il est simple, j'y arrive.
Ainsi, le rôle de la syntaxe, de la grammaire et de ce qui relève du psychologique dans les jugements demeure secondaire. Que l'on dise, et ça les deux phrases de Frege pour expliquer ça, que l'on dise les Grecs ont vaincu les Perses à Platée ou les Perses ont été vaincus par les Grecs à Platée, c'est le même contenu conceptuel que l'on invoque. C'est juste il y a une phrase qui est à l'actif et une phrase qui est au passif, mais c'est exactement la même phrase. Donc c'est le même contenu conceptuel qui est exprimé. Pourquoi? Parce qu'elles jouent le même rôle inférentiel, elles peuvent servir comme prémisse dans les mêmes raisonnements, comme conclusion dans les mêmes raisonnements. Le contenu conceptuel d'une expression, c'est sa contribution aux bonnes inférences. C'est-à-dire aux inférences qui sont formellement correctes, parce que sinon ça fonctionne plus ce qu'il dit. Deux expressions sont identiques du point de vue de leur contenu conceptuel lorsqu'on peut les substituer l'une à l'autre sans jamais affecter la validité des inférences dans lesquelles elles apparaissent. Ça, c'est vraiment dans beaucoup. Enfin, c'est un truc qui tient de Leibniz. C'est-à-dire, si des choses sont identiques, on doit pouvoir les substituer librement. Et ça, c'est voilà, l'identité comme substitution, c'est vraiment une notion en philosophie de la logique, mais même dans l'histoire de la philosophie, qui est vraiment très, très importante. Et en logique, la question de la substitution, c'est dans tous les cours de logique, on vous apprend la substitution des variables, machin. Enfin, c'est vraiment une notion importante, quoi. Et souvent, dans les leçons, vous pouvez mobiliser la question de la substitution en disant c'est quand même formel, parce que dans le langage naturel, si je substitue des mots, même si c'est le même rôle inférentiel, potentiellement, le sens de ma phrase, les gens vont me regarder bizarrement. Voilà, simplement ça. Le but de l'idéographie est de n'exprimer que ce qui est pertinent pour le raisonnement inférentiel. Là, on précise que l'idéographie est vouée à un usage strictement scientifique et n'a pas vocation à remplacer le langage naturel. C'est ce qui fait dire à Frege, je cite, « Les contenus de deux jugements peuvent différer de deux manières. Selon la première, les conclusions qui peuvent être tirées à partir de l'un d'eux en relation avec d'autres déterminés découlent toujours du second en relation avec ces mêmes jugements. Et selon la deuxième, ceci n'est pas le cas. Les deux propositions, les Grecs ont vaincu les Perses à Platée et les Perses ont été vaincus par les Grecs à Platée, diffèrent suivant la première manière. Or, bien que l'on puisse reconnaître une petite différence de sens, la similarité l'emporte. J'appelle alors contenu conceptuel cette partie du contenu qui est la même dans les deux. » Voilà. Retenez juste la deuxième partie, j'aurais pu enlever la première, en vérité, retenez juste ça, les deux propositions, voilà, contenu conceptuel. Ça va juste, peut-être je devrais l'enlever. Ça. Hop. Là, je cite Brandom, parce que Brandom, il commente ce passage, et il dit, alors c'est dans Tales of the Mighty Dead, titre très stylé, c'est un livre où il commente tous les auteurs de l'histoire de la philosophie pour arriver à lui, donc c'est un peu une généalogie de sa propre philosophie, voilà, il commente Spinoza, Leibniz, voilà. Je cite, « Two claims are the same conceptual content if and only if they have the same inferential role. A good inference is never turned into a bad one by substituting one for the other. » Il s'agit pour Frege d'ouvrir la voie à une approche non psychologique de la signification. La Vorstellung, la représentation, relève pour Frege de la psychologie, d'un monde intérieur qui n'est pas celui de la pensée. Je cite, « Lorsqu'on pense, on ne connecte pas à proprement parler des représentations, mais des choses, des propriétés, des concepts, des relations. » À l'opposition entre des représentations objectives et des représentations subjectives, Frege substitue le couple concept-objet. Je cite, « Il peut être utile d'examiner les représentations qui accompagnent la pensée mathématique et leur déroulement, mais que la psychologie ne s'imagine pas concourir en quoi que ce soit au fondement de l'arithmétique. » Bon, ils disent des choses les psychologues, mais attention, ça n'a aucun rôle dans le fondement d'un point de vue logique. Si on parle comme Aristote, il n'y a aucune nécessité à votre intervention en tant que psychologue dans les mathématiques et la logique, donc taisez-vous. Qu'on ne prenne pas la description de l'origine d'une représentation pour une définition et qu'on ne confonde pas la conscience d'une proposition avec sa vérité. C'est-à-dire le processus de découverte, si on veut parler le contexte de découverte et le contexte de justification, pour parler, il me semble que c'est Popper. Voilà, si vous connaissez pas cette distinction importante en philo des sciences, ce qui compte, c'est le contexte de justification. Comment on a découvert, comment on est arrivé à une vérité, le processus psychologique, c'est pas ça qui est nécessaire, ça c'est contingent. Je continue. Frege veut montrer qu'il est, je cite, possible de dériver les concepts mathématiques sur la base exclusive d'une pensée pure qui, loin d'être stérile, a la puissance d'engendrer par des moyens strictement logiques l'induction mathématique. Je cite, « Depuis Aristote, on dénombre à logique toute une suite de types d'inférences. Je ne m'en sers qu'au d'un, du moins dans tous les cas où un nouveau jugement est dérivé de plus d'un seul jugement. En effet, on peut exprimer la vérité qui se trouve dans un autre type d'inférence au moyen d'un jugement de la force. Si M est valide et si N est valide, alors lambda est aussi valide. Le projet de Frege est ainsi de formaliser l'arithmétique en utilisant exclusivement des notions logiques. De cette façon, Frege pense pouvoir
réduire les différents types d'inférences aristotéliciennes à un seul, le détachement ou modus ponens. C'est-à-dire P implique P, donc Q. Voilà. Bon, simple, c'est la règle de l'implication. Voilà. Ça va normalement. Ouais. Bah, j'y arrive, c'est dans. T'inquiète, c'est dans la justement nécessité logique et axiomatique. Après, en fait, il faut bien voir un truc, c'est que ce que Frege, Husserl et les philosophes de l'époque appelaient psychologie, c'est pas ce que nous on appelle psychologie. Et pour eux, en fait, ce qu'ils désignent et ce qu'ils veulent dire, c'est le fait d'utiliser en épistémologie des explications qui sont presque génétiques ou qui vont expliquer le processus comportemental par lequel on est arrivé à une idée ou à une représentation pour justifier, par exemple, la validité de cette représentation. Et eux, ils disent, bah, le processus par lequel on arrive psychologiquement à une idée, c'est pas forcément le processus logique qui permet de la justifier. Pour ça, ils disent, bah non, en fait, savoir pourquoi les gens pensent. Si tu veux, savoir pourquoi les gens pensent telle ou telle chose, c'est pas la même chose que dire pourquoi cette chose est vraie, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'ils tiennent vraiment à cette distinction. Et c'est pour ça que, en fait, chez Frege, il va distinguer le vrai du tenir pour vrai, du wahr, et en allemand pour le für wahr halten, du fait de tenir pour vrai. Et d'ailleurs, c'est moi qui traduis tenir pour vrai parce que la traduction française, elle oblitère complètement le fait que c'est le tenir pour vrai. Et c'est pas la même chose. Et là, différence, par exemple, bah, Aristote, quand la dialectique précisément, comme dans la logique, on peut pas s'intéresser au tenir pour vrai, bah l'indoxone, c'est précisé si on veut lier avec ce qu'on a fait avant. L'indoxone, c'est ça, c'est de dire ouais, mais il y a quand même le tenir pour vrai, on en a quand même besoin si on veut établir des prémices à un moment, et il y a quand même une vérité dedans, mais c'est pas le même ordre de vérité. Donc faut quand même le monde du tenir pour vrai, il est quand même intéressant parce que si tous les gens pensent quelque chose, il y a quand même quelque chose à faire avec. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que Aristote, il y a quand même. Mais en fait, cette notion d'Adoxon, je l'ai pas dit avant quand je parlais d'Aristote, mais enfin, c'est aussi une trahison de Platon parce que pour Platon, la dialectique, on va dans les idées, alors que pour Aristote, la dialectique précisément, elle sert que pour l'indoxone, donc tout ce qui n'est pas nécessaire et absolu. Voilà, donc c'est vraiment un retournement complet de ce que Platon il appelle la dialectique. Donc voilà, faut voir aussi, il y a ça en jeu. Voilà, j'ai préféré accentuer en me disant, moi, ils vont le voir d'eux-mêmes, mais en fait, le cours il est long, donc voilà. Donc c'était le retour en arrière. Donc la nécessité logique et l'axiomatique sont frégueux. Là, en vérité, j'utilise très largement le travail de, je crois que c'est Ali Ben Maklouf, ouais, c'est ça. Voilà, Frege, le nécessaire et le superflu. Bon, ne le lisez pas, c'est juste, bah, c'est très bien. Voilà, il y a un chapitre sur la nécessité logique. Ce que je vais dire, je le tire essentiellement de lui. J'ai rajouté des choses, mais je ne vais pas m'approprier son travail. Donc voilà. Donc, la notion de graphie que l'on entend dans la notion d'idéographie est à prendre au sens littéral. Pour Frege, le langage formulaire nous fournit des signes qui permettent de nous abstraire de la langue courante et de rompre ses liens avec l'intuition. C'est pourquoi le système de la Begriffsschrift est à la fois vertical et horizontal, contrairement à l'allemand qui, selon Frege, suit la linéarité de la voix en se lisant de gauche à droite et se faisant reste proche de notre intuition du temps. En fait, il nous incline à notre insu vers le psychologisme, parce que la voix, le fait d'aller de gauche à droite, linéarité du temps, et donc en fait, ça épouse notre représentation. Donc c'est pas bon parce que à notre insu, on devient psychologiste. C'est-à-dire, on utilise des explications comportementales pour justifier des assertions, en fait. Voilà, bon, j'ai mis BS, c'est pas bullshit, c'est Begriffsschrift. Hein. Frege hérite de Trendelenburg cette idée selon laquelle il faut construire un langage où la forme du signe soit dans un contact direct avec le contenu du concept. Le projet logiciste frégéen est donc intimement lié à une réflexion sur le statut du signe logique. Alors, j'ai pas fait un cours sur Peirce, mais j'aurais pu, mais faut quand même pas oublier que la logique, c'est des signes, donc il y a tout l'aspect sémiotique ou pas, mais l'aspect de la valeur du signe logique comme signe, et en fait, c'est un... Vous allez voir, après, on va faire le Tractatus. Dans le Tractatus, ça embête vraiment Wittgenstein, il a vraiment besoin que les signes logiques, ce soit de simples signes, mais c'est pour ça il va dire ouais, c'est des signes de ponctuation, c'est la même chose, c'est strictement identique à des signes de ponctuation, c'est transparent, c'est transcendantal, pas de problème avec les symboles logiques, mais quand même il y a des moments dans le Tractatus où il dit ah mais on peut, si on importe, si on ajoute des nouveaux signes, bah ça change les raisonnements, problème, donc quand même il a conscience que ça marche pas trop, mais bon, c'est mon avis sur le Tractatus, mais bon, on va y voir. On va y venir. Bon, je cite Frege. Sans les signes, nous nous élèverions difficilement aux pensées conceptuelles. En donnant le même signe à des choses différentes,
Nous ne désignons pas à proprement parler la chose individuelle, mais ce qui est commun, le concept. Et nous possédons d'abord ce concept en le désignant. Car comme il n'est pas lui-même intuitif, il requiert un représentant intuitif pour pouvoir nous apparaître. Ainsi, le sensible ouvre-t-il au monde du non-sensible. Là, vous allez me dire, mais c'est une explication psychologique, ça. Bah, c'est vrai qu'il dit ça. Il dit, bon, bah, on a factuellement besoin, psychologiquement, si on veut faire chier Frege, de passer par des signes pour arriver au contenu conceptuel. Ça, c'est juste, bon, bah, je veux dire, c'est un constat. C'est-à-dire, il va dire la Begriffsschrift, si vous voulez, il n'est pas essentialisant dans ce qu'il fait, il va pas donner un discours métaphysique, il dit juste, ben, je fais la Begriffsschrift parce que c'est plus pratique et qu'il faut des signes qui rompent avec le langage courant. Voilà. En fait, il y a une dimension pratique, heuristique dans l'idéographie qui est importante, et il part du principe que c'est quand même arbitraire, c'est juste, on a besoin de ça pour faire une rupture et comprendre qu'on est dans le contenu conceptuel. Voilà. En ce sens, le langage formel de la Begriffsschrift ne répond à aucune nécessité ontologique. Frege insiste en plusieurs endroits sur l'artificialité de son langage. Je cite, en toute science, là où il s'agit éminemment de la conformité aux lois, on doit toujours chercher quelles expressions artificielles sont nécessaires ou au moins utiles pour exprimer avec exactitude les lois de cette science. Ce qui ne résiste pas doit être jeté aux ténèbres. La logique doit donc ultimement exprimer ce que Frege appelle la Denknotwendigkeit, la nécessité de la pensée. Les lois logiques sont des lois de la pensée, elles ne la contraignent pas de l'extérieur à la manière d'une machine ou d'un algorithme. La logique est au service de l'explicitation et de l'analyse des propositions, elle s'oppose au psychologisme, mais pas à ce que Frege appelle pensée. La Begriffsschrift n'est pas une Wortschrift. Ça, j'adore ce mot, abusez-en dans les leçons, parce que Frege l'a utilisé pour distinguer ce qu'il fait, parce que bah, c'est juste à la place de Begriff, tu mets Wort. Et voilà, il dit, bah moi, ce que je veux, c'est pas juste renvoyer au mot, c'est renvoyer à la pensée. Donc c'est Begriff, c'est le contenu conceptuel, mon objet. C'est pas juste les mots et je me balade pas dans le langage. C'est précisément, en fait, quand il dit idéographie, c'est précisément par opposition à la mographie, c'est-à-dire juste représenter l'usage courant des mots. Il dit ce que je veux renvoyer, c'est le contenu conceptuel, pas notre entente courante que nous renvoient les mots, parce que les mots qu'on utilise, bah il y a déjà des jugements implicites qui sont potentiellement faux, qui incluent des raisonnements fallacieux, qu'on accepte à notre insu en utilisant ces mots. Exemple classique de philosophie qui vient de Brandom, j'aurais dû le mettre, Bosch. Si je dis Bosch, le terme, bah il y a un raisonnement implicite qui est que si tu es allemand, tu es aussi une bête. Donc en fait, il y a une inférence cachée dans le simple fait d'utiliser le mot Bosch. Bon, apparemment, Branham, il a volé à 2 mètres, mais voilà, si vous voulez, je le mettrai, c'est un exemple rigolo. Voilà. Les lois de la logique méritent à juste titre le nom de lois de la pensée, seulement si l'on veut dire par là qu'elles sont les plus générales, qu'elles prescrivent absolument sans restriction la façon de penser là où quelque chose de général est pensé. Et là, en fait, Frege, il va s'opposer à Hilbert. Alors, Hilbert, il y aura un chapitre après sur l'axiomatique, parce que bah, l'axiomatique, c'est vraiment Hilbert. Ne dites pas que c'est Euclide, parce que c'est rétrospectivement, on a dit « Ah, Euclide, c'était axiomatique ». Turns out que non. Sauf si on fait des gros anachronismes, mais voilà. Et donc, Frege, il s'oppose fortement. En fait, Frege, il dit que son langage est artificiel, mais attention, pas axiomatique. Parce que l'axiomatique, c'est arbitraire et il n'y a pas de signification. En fait, Hilbert, mais je vais l'expliquer, mais j'anticipe, je vous présente ce que je présente dans la suite de ce chapitre. En fait, Hilbert, quand dans les Grundlagen de la géométrie, il va juste dire, bah, il y a un objet primitif qui est le point, mais il le définit pas. Et il dit juste, ben, par exemple, 2 points AB, bah, ça fait une droite. Mais l'objet point, c'est juste un primitif et il part du principe qu'on s'en fout parce qu'on a défini les relations et on peut créer des objets avec ces autres relations. Mais en fait, on s'en fout qu'il y ait un référent, on n'a pas besoin de définir nos objets. Et ça, Frege, il veut pas parce qu'il veut qu'il y ait de la signification. Donc pour lui, c'est impensable de faire ça. Donc, contrairement à Hilbert, Frege ne défend pas une sorte de conventionnalisme axiomatique, dans lequel les objets primitifs manipulés par le logicien seraient simplement stipulés par convention. En fait, plus loin, j'anticipe, il y a une distinction qui est vraiment géniale, que je trouve pour les leçons, ce qui vient de Hilbert. Hilbert, il distingue l'axiomatique à contenu et l'axiomatique formelle. Si vous voulez, Frege, c'est vraiment axiomatique à contenu, alors que Hilbert, c'est vraiment axiomatique formelle, tout est formel. Nos objets, on va juste poser des axiomes qui donnent, si vous voulez, les règles d'usage ou les règles inférentielles associées à ces objets, mais les référents de ces objets, il n'y en a pas, on s'en fout. Voilà, c'est ça la différence entre axiomatique à contenu et axiomatique formelle. Distinction de Hilbert dont je vous conseille d'abuser. Voilà. J'en étais où Ah oui, voilà.
Rappelons que pour Frege comme pour Russell, l'analyse logique est irrémédiablement ramenée à des éléments premiers indéfinissables. Ça, vous vous souvenez, on l'avait vu. Si j'analyse les phrases, il y a un moment, une phrase, je la décompose, j'arrive à des éléments premiers irréductibles qui sont les noms propres. Par exemple, s'il y a Benoît dans ma phrase, c'est Benoît, vous voulez que je vous dise quoi avec la logique Et ça a été un problème pendant longtemps. Bon, dans le cas de la géométrie, ce sont par exemple la ligne, le point, le plan. Pour Frege, comme l'explique Ben Maclouf, un axiome est une pensée vraie qui n'a pas besoin de preuves, car la connaissance que nous en avons, pour ce qui est des axiomes de la géométrie, vient d'une source très différente de la source logique, une source qui pourrait être appelée intuition spatiale. Et là, c'est du Aristote quasiment, c'est-à-dire, premier, il y a en fait ces éléments premiers, si vous voulez, qu'on peut prendre, ce qu'on va prendre comme des axiomes, c'est vrai parce que c'est vrai intuitivement. C'est pas vrai parce qu'on a décidé artificiellement de construire cet axiome, et parce que Hilbert, c'est ça, c'est je construis arbitrairement un axiome qui va me permettre de créer l'objet de point, mais qui est juste un objet lui-même artificiel. Frege, il veut pas que ce soit ça, il appelle pas la même chose axiome. Mais je vais continuer, voilà. Donc, l'expression d'une telle pensée est ce que Frege appelle Grundsatz. Et Frege, il va distinguer les axiomes des définitions. Un axiome est une pensée vraie, une assertion, c'est-à-dire une formule saturée sans variable libre. Ok, vous vous souvenez, les fonctions, c'est f de x, donc il y a une variable libre. Et Frege, il va dire c'est comme x est la capitale de la France, pour que ça fasse une phrase, il faut que je remplace le x par un mot. Sinon, c'est juste insaturé et donc ça dit rien. Et donc pour Frege, ce qui est un axiome, c'est un truc saturé. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'il y ait un objet dont on puisse dire quelque chose, dont on dise quelque chose. Et ce qu'il va dire, mais Hilbert, lui, le point, en fait, comme il n'a pas de référent, les axiomes de Hilbert, hérésie. Pourquoi ? Parce que c'est x et ça. Mais le point, c'est juste un x vide, il n'y a pas de référent. Impossible, pas de signification. Trahison. Et ça, Frege, il veut absolument pas. Il veut pas un axiome qui est insaturé, mais pas possible. Voilà, c'est parce que c'est un peu dur à comprendre, donc voilà, j'insiste volontairement. Alors que vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce que c'est une définition ? Alors, je sais plus où j'en étais. Ah oui, voilà. Alors que donc je relis. Un axiome est une pensée vraie, une assertion, une formule saturée sans variable libre, alors que les définitions, quant à elles, c'est des stipulations arbitraires de sens, des conventions. Une définition, c'est arbitraire. C'est une convention. Axiome, vrai, assertion, formule saturée, on est sûr qu'elle est vraie, elle est assurée. Donc c'est vraiment pas la même chose. D'un point de vue épistémique, selon Frege, un axiome permet d'accroître notre connaissance en donnant lieu à des dérivations. Alors que je cite, aucune définition n'accroît notre connaissance. La définition est utilisée au sein des axiomes, mais comme simple stipulation qui permet d'attribuer une référence au terme employé. Si vous voulez, Aristote, s'il fait un peu la même distinction. Aristote, la définition, c'est extérieur à la logique. La logique, ça va lui donner ses objets, mais la définition ne rentre pas dans le cadre de la logique. La logique, elle a besoin qu'on lui donne des termes déjà faits, et après, on peut les dériver. On peut éventuellement avoir des axiomes qui sont des propositions vraies au sujet d'objets qui sont déjà définis. Voilà, ce qui ne veut pas dire que définir, c'est pas un problème. Ça, c'est autre chose. Même si pour Aristote, la définition, elle nous est donnée, il y a des notions de sens commun, donc voilà. Mais bref, on va pas rentrer là-dedans. La définition est utilisée au sein des axiomes, mais comme simple stipulation qui permet d'attribuer une référence au terme employé. C'est important. La définition constitue l'assertion, elle n'est pas une simple élucidation, Erläuterung. Pour Frege, les indéfinissables ne peuvent être qu'être objets d'explicitation ou d'élucidation dans un langage extérieur au langage formel de la logique. En fait, c'est pas le travail de la logique de s'intéresser à ça. Ces élucidations diffèrent en cela des définitions qui, quant à elles, sont des constructions logiques par lesquelles le signe expliqué devient connu et la proposition qui explique devient une assertion. La vérité évidente par soi qu'elle contient apparaît maintenant dans le système comme prémisse d'une inférence. Voilà. Donc c'est la définition, ça permet de faire des prémices, ça donne des objets à la logique. En ce sens, une formule définitoire remplit une double fonction. Elle est à la fois stipulation de sens et jugement de vérité. Bon, rentrons pas dans les détails, si c'est pas clair, vous embêtez pas avec ça, voilà. C'est sur cette base conceptuelle que Frege entreprend une critique de l'axiomatique hilbertienne. Frege reproche à Hilbert d'introduire une confusion entre les définitions et les axiomes, puisque Hilbert considère qu'un axiome a valeur de définition. Si bien que selon Frege, les axiomes de Hilbert ne sont que des pseudo-propositions, ce sont des expressions insaturées car elles contiennent des variables libres, c'est-à-dire des termes sans référence tels que le point, la ligne, entre,
Les axiomes de Hilbert sont comme des systèmes d'équations où les termes semblent dépendre les uns des autres sans jamais être explicitement définis. Je donne des exemples d'axiomes de Hilbert après, hein, donc pas d'inquiétude. Les axiomes à la Hilbert contiennent ainsi des définitions implicites, ce qui va à l'encontre du projet frégéen. Pour Frege, il faudrait d'abord définir séparément les termes primitifs, le point, la ligne, et dans un second temps seulement les employer dans des dérivations. Frege considère que les axiomes de Hilbert ne sont des propositions qu'au sens grammatical et non au sens logique, puisqu'elles sont sans dénotation. Elles ne renvoient à rien, et n'ont pas de référence. Frege considère qu'un terme doit avoir un contenu, alors que pour Hilbert, un terme n'a besoin d'être caractérisé que quant à sa forme. Frege dit ainsi que chez Hilbert, les termes de point ou de ligne jouent tout au plus le rôle de variables libres vides de tout référent. Je cite Frege, les mots de point, de plan, etc. sont utilisés comme des lettres, ce qui semble être une explication de tel mot est une pseudo-proposition antécédente. C'est ce qui fait dire à Frege que les axiomes de Hilbert, je cite, sont les parties d'un théorème général qui a un sens, bien que les parties elles-mêmes n'en ont pas. Et ce n'est que comme partie d'un tout ayant un sens que ces axiomes sont justifiés. Ils apparaissent comme des propositions antécédentes, ou pourrait-on dire comme des présuppositions. On peut dire dans ce cas que les définitions sont réellement superflues. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire, ces propositions premières, les axiomes de base où on a point, plan, elles sont pas justifiées, mais dit par contre, tout ce qu'on en dérive, ça c'est juste. Mais c'est juste, du coup, on a l'impression qu'elles se justifient comme simplement les conditions logiques pour pouvoir dériver tout le reste, mais qu'elles n'ont pas de nécessité intrinsèque. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas d'objet, du coup, ça tombe pas sous le sens, il n'y a pas de contenu. Voilà, je continue. En effet, dans les Grundlagen de géométrie, le premier axiome part des notions de point et de droite sans les avoir préalablement définies. Ça, c'est le premier axiome de Hilbert. Vous allez comprendre. Deux points distincts, AB, déterminent toujours une droite A. Enfin, alpha. Nous poserons AB égale alpha ou BA égale alpha. Ah oui, parce que une droite qui est entre A et B, c'est la même droite que je dise BA ou AB. Voilà. Mais là, vous voyez, le mot de point, on a juste deux points, on ne sait pas ce que c'est pas défini. Et il dit juste, la droite, c'est quand on a AB ou BA, et voilà, ça fait une droite. Définition de la droite, il n'y en a pas, on s'en fout. Voilà. Donc les Grundlagen de Hilbert s'ouvrent en effet au paragraphe 1, intitulé Les éléments de la géométrie et les 5 groupes d'axiomes, sur un alinéa intitulé Convention, où les éléments de la géométrie sont nommés, et j'insiste, nommés, sans être définis. Sur cette base sont établies des relations qui sont décrites par les axiomes. Et là, en fait, il commence par ça, le texte de Frege, il commence par ça, par de Hilbert, il commence par, voilà, convention, et après, c'est bon, on fait nos axiomes, et c'est bon, convention, ça suffit. Ouais. Parce que Frege, tu pars de termes qui ont un sens. En fait, c'est pas une approche axiomatique. Mais après, volontairement, je rentre pas dans les détails. Mais en fait, retiens juste l'argumentaire philosophique, si tu veux. On va ignorer cet aspect. Effectivement, je suis d'accord. Moi, je trouve que, pour moi, sa critique de Hilbert, elle est pas très intéressante. Mais enfin, elle est intéressante pour les leçons d'Agreg, mais je trouve pas ça très pertinent. Parce que pour moi, on comprend très bien ce que c'est un point, mais bon. Ça répond probablement pas à ta question, mais. Donc je lis Convention. Concevons 3 différents systèmes d'êtres. Les êtres du premier système, nous les nommerons points et nous les désignerons par A, B, C. Les êtres du deuxième système, nous le nommerons droite et nous les désignerons par petit a, petit b, petit c. Les êtres du troisième système, nous les nommerons plan et nous les désignerons par alpha, bêta, gamma. Les points seront aussi nommés éléments de la géométrie linéaire, les points et les droites, éléments de la géométrie plane, et les points, les droites et les plans, éléments de la géométrie de l'espace ou éléments de l'espace. Et il ajoute, concevons que les points, droite et plan, aient entre eux certaines relations mutuelles et désignons ces relations par des mots tels que sont situés, entre, parallèles, congruents, continus. La description exacte et complète de ces relations a lieu au moyen des axiomes de la géométrie. Voilà, ciao. Et ça s'arrête là, la définition des termes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Donc là, littéralement, il y a écrit convention, c'est-à-dire, c'est une convention, on s'en fout, on veut juste une base pour dériver après la géométrie, et c'est suffisant. Mais c'est ça aussi le coup de force de l'axiomatique de Hilbert, c'est-à-dire, regardez, je peux donner les lois de la géométrie avec des axiomes en partant de plus ou moins de rien et juste de convention. Là, dans une lettre, la réponse de Hilbert à Frege illustre parfaitement leur divergence à ce sujet. Là, c'est ce que Hilbert lui répond. Vous continuez ainsi, il n'en va pas de même des explications du paragraphe 1 des Grundlagen, où les références des mots point, droite ne sont pas données mais supposées connues. Là se trouve le point essentiel du malentendu. Je ne veux rien supposer connu. Je vois dans mon explication du paragraphe 1, donc celui que j'ai cité, les définitions des concepts de point, de droite et de plan si on ajoute tous les axiomes des groupes 1-5 comme caractéristiques. Si l'on cherche une autre définition du point,
par exemple au moyen de périphrases comme quelque chose de dépourvu, d'étendu, etc., alors je dois m'opposer de la façon la plus décisive à de tels procédés. On cherche là quelque chose qu'on ne peut jamais trouver parce qu'il n'a rien. Tout se perd, devient vague et dégénère dans un jeu de cache-cache. Là, ce qu'il lui dit, c'est bah en fait ta définition, régression à l'infini, tu pourras jamais définir tes termes. En fait, tu pourras jamais épuiser et être sûr d'avoir une référence exacte. C'est ça qu'il lui, en gros, il lui répond ça. En fait, on peut dire qu'en vérité, Hilbert, il est presque plus proche de la Begriffsschrift que Frege, parce que finalement, le point, il est défini par son rôle inférentiel, parce qu'on a son rôle dans les axiomes et ça suffit. Donc finalement, est-ce que en fait, Frege, il est pas en contradiction avec lui-même? Bon, c'est des choses qui ont été reprochées à Frege par des commentateurs, parce que finalement, on peut dire que le point chez Hilbert, il a bien un contenu conceptuel au sens de Frege, parce qu'on peut on peut l'utiliser dans des raisonnements. Bon, vous aventurez pas dans ces commentaires en leçon, mais juste c'est pour vous faire comprendre les notions qui sont en jeu, voilà. Et il y a des difficultés d'interprétation qui sont là, voilà, l'histoire de la philosophie n'est pas transparente, donc désolé si c'est des auteurs qui des fois ont l'air de se contredire, mais bon, on n'est pas arrivé à Wittgenstein, là, le Tractatus, c'est vraiment le summum du texte horrible, donc voilà. Plus généralement, Frege refuse la notion d'interprétation, donc ce que j'avais expliqué avec les tables de vérité, qui est désormais caractéristique de la logique mathématique. Bon, là, j'ai mis, on reviendra plus un peu sur cette notion parce que je l'ai lu avant, mais voilà, normalement c'est après dans le cours. Retenons que l'interprétation, c'est l'acte par lequel une variable libre se voit attribuer une référence. Par exemple, lorsque dans une équation on remplace x par un nombre. Pour Frege, on l'a dit, en axiome est une pensée vraie, et ce faisant, elle doit être saturée. La référence de ces termes doit être fixée. En fait, c'est surtout ça que, pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est ça qui veut dire il faut ce soit saturé. Il faut des phrases saturées, il faut pas des variables libres. C'est ça qui, en fait, c'est simplement ça qui veut dire. Hein, voilà. Pour Frege, on l'a dit, un axiome est une pensée vraie. Et ce faisant, elle doit être saturée, la référence de ces termes doit être fixée. Là, je cite encore Ali Ben Maklouf. Les axiomes doivent décrire selon lui une seule réalité et non être des systèmes permettant plusieurs réalisations, et les signes qu'ils contiennent ne peuvent désigner qu'une seule réalité et non pas avoir une plurivocité. L'idée d'interprétation laisse croire que le contenu de pensée est modulable à souhait et qu'il renferme des signes ambigus ou plurivoques. Bon, autant vous dire que Kripke, ça aurait plongé Frege dans le désespoir. Parce que bah, la logique moderne, précisément, bah, l'étape de vérité, c'est exactement ce que Frege veut pas. C'est-à-dire que pour Frege, c'est inimaginable ce mode de raisonnement. De raisonner avec des mondes possibles, de pouvoir énumérer toutes les possibilités pour une formule donnée. Bah non, parce que pour lui, t'as une fonction, tu lui donnes un objet, ça fait une formule saturée qui est vraie ou fausse, et point. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de notion d'interprétation. Et pour Frege, c'est pour ça que c'est objectif, c'est la signification. Donc voilà. Ça, c'est hyper important. Voilà. Pour Frege, les pseudo-propositions de Hilbert ne peuvent pas même servir de prémisse pour des inférences, et Hilbert introduit une confusion entre variables et non propres. Frege écrit ainsi: dans une inférence, chacune des prémisses est reconnue comme vraie, et la conclusion est aussi une pensée élémentaire déterminée reconnue vraie. Il n'y a pas de place ici pour différentes interprétations. Pour Hilbert, la non-contradiction des axiomes est suffisante, alors que pour Frege, elle ne suffit pas à prouver l'existence des objets qui y sont postulés. Pour Frege, la référence est essentielle à la détermination de la vérité ou de la non-vérité d'une proposition. La non-contradiction se prouve en prouvant qu'un objet tombe sous le concept en question, c'est-à-dire en exhibant un modèle de la théorie. Donc j'ai dit proposition insaturée, on la sature, on lui donne un argument, bah c'est vrai ou faux parce que l'objet il correspond ou pas au prédicat et on s'arrête là et ciao. Voilà. L'idée de Wittgenstein qui a un espace logique avec des possibilités logiques qui sont liées aux différentes lignes de la table de vérité, pour Frege, c'est pas possible. Hérésie. Dans une lettre à Hilbert, Frege prend l'exemple des propriétés attribuées à Dieu. L'argument de Frege dans cette lettre, il est simple. Bah, la non-contradiction de ces propositions sur Dieu n'implique pas l'existence de Dieu. Supposons que nous ayons les propositions suivantes. Là, je lis la citation. 1. A est un être intelligent. 2. A est omniprésent. 3. A est omnipotent. Ensemble, avec toutes leurs conséquences, ces affirmations, elles ne se contredisent pas. Mais pouvons-nous néanmoins inférer de cela qu'il y a un être omnipotent, omniprésent, intelligent? Ceci n'est pas évident pour moi. Bon, en fait, on a envie de lui répondre, oui, mais en fait, en géométrie, les points, en fait, c'est pas décisif, parce que si ton axiomatique, elle fonctionne et que c'est cohérent, bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de rapport entre... voilà, bon, Frege, pour moi, il est de très mauvaise foi dans cet argumentaire, mais bon.
Hilbert explicite ces divergences en distinguant axiomatique à contenu et axiomatique formelle. Lui, c'est ce qu'il fait, c'est l'axiomatique formelle. Je cite, dans l'axiomatique à contenu, les relations primitives peuvent être regardées comme quelque chose dont on peut exhiber la présence au sein de l'expérience ou dans les représentations intuitives. Donc là, c'est Aristote, Frege. Elles sont par conséquent quelque chose dont le contenu est déterminé. Dans l'axiomatique formelle, au contraire, les relations primitives ne sont pas admises d'avance comme déterminées par leur contenu. Elles reçoivent simplement de façon implicite leur détermination par les axiomes. Retenons de cela que Frege refuse de faire de la logique et de l'arithmétique des activités purement formelles. Contrairement à Wittgenstein, au second Wittgenstein, en fait, je vais le rajouter dans le cours, je pense, Frege n'imagine pas que la logique puisse être une simple affaire de règles d'usage. Par exemple, le chapitre sur Gensen et la déduction naturelle, pour Frege, pareil, c'est impensable. Il faut un contenu, je cite encore. Si quelqu'un demandait quelles sont les règles du jeu d'échecs, que dirait-il si pour toute réponse, on lui montrait un groupe de pièces sur l'échiquier ? Probablement qu'il ne peut pas y trouver de règles, parce qu'il n'attache aucun sens à ces figures et à leur configuration. J'ai mis cette citation parce que, si vous connaissez un peu l'histoire de la philosophie analytique américaine, l'exemple du jeu d'échecs, c'est un truc récurrent, notamment chez Sellars et tout, auquel on fait dire l'inverse de ce que dit Frege, c'est-à-dire les règles du jeu d'échecs sont suffisantes et pour jouer aux échecs, et les pièces, tout le reste du jeu d'échecs, on s'en fout, le jeu d'échecs épuisé par l'ensemble de ces règles, il n'y a pas besoin de dénotation. Bon, en fait, là, il dit la même chose, mais en fait, il veut dire qu'il y a besoin d'une dénotation, du coup, bref, peu importe. Frege utilise l'exemple de la façon opposée, mais pour quand même dire le contraire, bref. Donc, la critique du psychologisme, là, c'est une page, c'est rapide. En fait, c'est vraiment simple, la critique du psychologisme, donc ça va aller vite. Frege s'oppose fermement à l'idée selon laquelle la logique devrait représenter les processus mentaux qui mènent aux assertions. Les causes qui mènent à une assertion ne fournissent pas une justification de cette dernière. Frege s'oppose au logicien psychologiste, à savoir la tradition qui va de Port-Royal au néo-kantien allemand. Du point de vue de Frege, comme l'explique Abel Maklouf, la logique de l'inférence valide s'oppose point par point à celle de l'inférence effective. Ça, pas mal pour les leçons, vous différenciez inférence valide et inférence effective, ce sera clair, tout le monde saura de quoi vous parlez. La première, l'inférence valide, est une logique l'inférence effective est une logique de la pensée... Ah non, pardon, c'est ça. La logique de l'inférence valide, c'est une logique de la pensée telle qu'elle devrait être, et l'inférence effective, c'est la pensée telle qu'elle est. On peut par exemple citer l'article posthume Logique. Il s'agit d'un fragment d'un projet de manuel de logique de Frege, voilà, bon. Frege insiste sur la séparation du logique et du psychologique. Je cite, « De la tâche de la logique, il peut s'en suivre que tout ce qui n'est pas requis pour établir les lois de l'inférence valide est à écarter. En particulier, sont à rejeter toutes les distinctions qui, en logique, ne sont faites que d'un point de vue psychologique et qui sont indifférentes à l'égard de l'inférence. Dans la pensée naturelle, nous avons du psychologique et du logique qui se développent en étant étroitement liés l'un à l'autre. La tâche consiste précisément à isoler le purement logique. Il ne s'agit pas là de bannir complètement le psychologique du pensée effectif, ce qui serait impossible, mais simplement d'être conscient de la justesse logique de ce que nous pensons. De là, on reconnaît la valeur de l'apprentissage des langues étrangères pour l'éducation logique, car le vêtement de la pensée, en se manifestant de différentes façons, se sépare dans la conscience du noyau avec lequel, cependant, dans chaque langue particulière, il semble inséparablement lié. Voilà. Il dit, c'est un peu comme ce que disait Husserl dans le texte avant, si tu connais plein de langues, du coup, tu peux plus facilement envisager l'armature idéale du langage ou le logique, puisque tu te sépares de la donnée psychologique. Dans son introduction au fondement de l'arithmétique, Frege énonce ainsi 3 grands principes, en commençant précisément par le rejet du psychologisme. Je cite, « Il faut nettement séparer le psychologique du logique, le subjectif de l'objectif. » Là, j'explique ce que c'est le psychologisme. Le psychologisme réduit le vrai au tenir pour vrai, au Fürwahrhalten. C'est-à-dire qu'il fait des motifs psychologiques qui poussent à adhérer à un jugement des justifications en faveur de celui-ci. Dans le premier paragraphe des recherches logiques, dans les Beiträge sur philosophie des machins, Frege insiste fortement sur la distinction entre le vrai, le tenir pour vrai ou encore l'opiner. En fait, dans la traduction, il traduit tenir pour vrai par opiner, mais je trouve que ça introduit plus de confusion qu'autre chose. Du coup, j'ai pris la traduction officielle, mais j'ai juste remplacé opiner par tenir pour vrai. Donc voilà. Donc, c'est pas ma traduction, mais j'ai quand même juste changé un mot. Ok, je cite, « De même que le terme beau renvoie à l'esthétique et le terme bon à l'éthique, le terme vrai renvoie à la logique. » Ça, pareil, affirmation utile pour les leçons. Voilà, vous pouvez dire, la logique, Frege, il dit que le beau, c'est l'esthétique, le bon, l'éthique, et le vrai, la logique, voilà. C'est pas mal, première sous-partie d'une première partie, c'est gratuit. Donc, certes, toutes les sciences ont la vérité pour but, mais la logique s'en occupe d'une toute autre manière encore. Elle a trait à la vérité, un peu comme la physique a trait à la pesanteur ou à la chaleur. Découvrir des vérités est la tâche de toutes les sciences, mais c'est à la logique qu'il appartient de connaître les lois de l'être vrai.
on emploie le mot loi dans un double sens. Là, encore une définition pratique pour les leçons. S'il s'agit de lois morales ou politiques, on pense à des prescriptions qui doivent être suivies, mais auxquelles les événements ne s'accordent pas toujours. Quant aux lois de la nature, elles constituent l'élément général des événements naturels, auxquels ceux-ci ne manquent jamais de se conformer. C'est plutôt en ce sens que je parle des lois de l'être vrai. Encore ne s'agit-il pas dans ce cas d'un événement, mais d'un être. De ces lois réglant le vrai, naissent des prescriptions pour le tenir pour vrai. La pensée, le jugement, le raisonnement. En ce sens, on peut aussi parler de loi de la pensée. Mais non sans courir le danger de confondre ce qui est différent. Qu'est-ce qu'il veut dire là ? Je fais une pause dans la lecture du texte. Il dit il y a deux sens de loi. Il y a les prescriptions et il y a les lois au sens, quand on parle des lois de la nature, ce qui est régulier. Lui, il va dire attention à ne pas confondre ces deux ordres, mais il dit en même temps, oui, mais en fait, d'un point de vue du vrai, bah, on peut aussi dire que ce qui est toujours vrai, ce qui est vrai d'un point de vue formel est toujours vrai. Donc c'est un peu comme les lois de la nature, l'être vrai, bah, il est toujours vrai. Donc on veut pas, donc il y a quand même les deux notions qui sont en jeu dans la logique. C'est pas très clair, hein, c'est pour ça que je m'arrêtais. On comprend peut-être l'expression loi de la pensée comme loi de la nature, entendant par là l'aspect général du procès psychique de la pensée. Et là, il va dire, bah non, c'est pas les lois de la nature. Parce que c'est pas juste quelque chose qui arrive régulièrement. Nous, on veut que ce soit tout le temps vrai, mais bon, il veut aussi dire que c'est pas de simples prescriptions. C'est pour ça que, attention quand même, l'analogie, mais bon, vous pouvez simplifier si vous citez le texte dans vos leçons, vous pouvez dire, bah, c'est pas juste du régulier, ce qui est vrai, c'est pas comme le psychologique. C'est pas, les lois logiques ne sont pas des lois au même sens que les lois de la nature. Ça, on est clair, c'est explicitement ce qu'il dit dans le texte. Une loi de la pensée prise en ce sens serait une loi psychologique, à partir de quoi on pourrait croire que la logique traite du déroulement psychique de la pensée et des lois psychologiques auxquelles il est soumis. Mais on méconnaîtrait la tâche de la logique en ne donnant pas à la vérité la place qui lui est due. L'erreur et le préjugé ont leur cause, tout comme la connaissance juste, le Fürwahrhalten du faux et le Fürwahrhalten du vrai, adviennent l'un comme l'autre selon des lois psychologiques. On peut bien vouloir en tirer une analyse du processus psychique qui accompagne un Fürwahrhalten, une opinion, mais cela ne peut pas remplacer une preuve de l'objet de ce Fürwahrhalten, c'est-à-dire de l'objet de cette opinion. Il veut dire quoi ? Il veut dire, la psychologie, si on est dans le champ du tenir pour vrai, par contre, c'est une vraie explication de comment on en est venu à tenir pour vrai une proposition. Il dit, là, c'est justifié. C'est juste pas justifié pour le vrai. Il n'est pas en train de dire, le psychologiste, ça marche jamais. Il va pas dire, on va faire de la logique pour expliquer pourquoi, psychologiquement, on est arrivé à telle proposition. Donc, c'est pas non plus une manière de diminuer, c'est juste le psychologique, il a un champ qui n'est pas le logique et qui n'est pas le vrai, et il va délimiter simplement l'objet auquel il s'applique. Ne se peut-il pas que les lois de la logique aient également un rôle dans ce déroulement psychique ? Je ne le contesterai pas, mais s'il s'agit de vérité, la possibilité ne peut suffire. Il est possible qu'un élément non logique y ait eu son rôle, détournant l'opinion du chemin de la vérité. C'est seulement après avoir discerné les lois de l'être vrai que nous pourrons en décider. Mais il est vraisemblable qu'on pourra se passer d'expliquer le processus psychique par sa loi naturelle quand il s'agira de décider si l'opinion qui en est l'occasion est légitime. Pour exclure toute méprise et ne pas laisser s'estomper les frontières entre psychologie et logique, j'assigne pour tâche à la logique de trouver les lois de l'être vrai et non celles de l'acte d'opinion et de pensée. Donc, en fait, l'idée avec les lois de la nature, elles fonctionnent, mais pour l'être vrai, pas le tenir pour vrai. Et du coup, les lois de la logique sont des prescriptions, et c'est des lois au sens prescriptif précisément parce qu'elles donnent les lois au sens de ce qui est vrai des lois de la nature, mais de l'être vrai, et pas des lois au sens naturel du tenir pour vrai. Voilà. C'est ça qui veut dire, je sais, c'est un peu compliqué. On peut ignorer cette dimension et simplifier le sens du texte, mais c'est un texte qui est vraiment facile à utiliser en leçon, c'est pour ça que je l'ai mis. Il me semble assez simple, la composant avec les lois de la nature. Enfin, ça se prête assez facilement à la philo générale et aux leçons sur la logique et sur la science. Voilà. De ces lois, on verra se dégager ce que veut dire le terme vrai. Voilà. Et ça, pareil, soyez malins. Ça, sur les sujets d'épistémologie, vous voulez distinguer, dire la science, elle s'intéresse à la justification, à ce qui est vrai de façon nécessaire, et pas à ce qui fait qu'on va tenir pour vrai. Ça, c'est un texte, vous pouvez l'utiliser sur la science. En fait, c'est pas un texte qui doit être utilisé que sur des sujets de logique. C'est une win-win situation. Il faut prendre tout ce qui est bon à prendre dedans. Donc voilà, ne le cantonnez pas. Je l'ai mis volontairement parce qu'il sert à plusieurs choses. Donc avant qu'on fasse une pause, je lis juste, j'ai mis en gras dans le texte, dans le premier texte de l'idéographie, les phrases. Alors, je lis. Là, il dit « C'est pourquoi j'ai renoncé à exprimer tout ce qui est sans signification pour la déduction. Au paragraphe 3 de la Begriffsschrift, j'ai désigné comme contenu conceptuel ce qui seul m'importait.
Donc c'est le rôle dans les inférences. Voilà, ça justifie ce que j'avais dit avant. Et là, je cite le texte où il parle du microscope. Je crois pouvoir rendre le plus clairement le rapport de mon idéographie à la langue courante si je le compare avec celui du microscope à l'œil. Celui-ci a, par l'étendue de ses possibilités d'application, par la mobilité avec laquelle il peut s'adapter aux circonstances les plus différentes, une grande supériorité sur le microscope. Considéré comme un appareil optique, il montre assurément beaucoup d'imperfections qui ne restent ignorées qu'en raison de sa promiscuité avec la vie mentale. Mais aussitôt que des buts scientifiques posent de hautes exigences quant à la précision dans la distinction, l'œil se montre insuffisant. Par contre, le microscope est parfaitement adapté précisément à de tels buts, et c'est justement pour cette raison qu'il est inutilisable pour tous les autres. Voilà. Donc quand même, il dit bien de l'œil que par l'étendue de ses possibilités d'application, par la mobilité avec laquelle il peut s'adapter aux circonstances les plus différentes, il a une supériorité sur le microscope. Donc quand même, faut pas faire dire à Frege ce qu'il dit pas, voilà. Mais ça, l'œil, si vous voulez, c'est les lois. Si vous voulez, le rapport de l'œil au microscope est le même que, en quelque sorte, celui des lois de la psychologie à la logique. Qu'il est pas en train de. Enfin, je veux dire, c'est évident que pour penser, on a quand même besoin d'avoir des représentations à un moment. Sinon, on n'aurait pas besoin de faire une Brigri-Schrift, puisqu'on penserait déjà dans le monde des idées. Peut-être vous connaissez le texte d'Omer Merleau-Ponty, Le fantôme dans le langage pur, où il imagine justement qu'on parlerait dans un langage pur, purement idéographique, voilà. Bref, c'est un beau texte de Merleau-Ponty qui est facile et il montre que ça donnerait, que ça ferait plus sens et que du coup, bah, on s'exprimerait même plus, puisque finalement, si notre langage épouse les choses, quelle différence entre un événement et un langage? J'aurais plus besoin de parler du point, je dis point, et en fait, il y a plus de différence entre le mot et l'objet. Donc on est juste dans un monde d'événements, voilà, bref, c'est le texte de Merleau-Ponty, il est joli, bon, je l'ai pas mis dans le cours, mais voilà. Je lis juste la dernière citation du texte que je voulais lire. Si c'est une tâche de la philosophie de rompre la domination du mot sur l'esprit humain en dévoilant les illusions qui souvent naissent presque inévitablement de l'utilisation de la langue pour l'expression de relations entre des concepts, et en libérant la pensée de ce dont elle est atteinte uniquement par la nature du moyen d'expression linguistique, alors mon idéographie, développée plus avant pour ses buts, pourra devenir un outil utile aux philosophes. Là, c'est juste, il faut retenir, rompre la domination du mot sur l'esprit humain en dévoilant les illusions qui souvent naissent presque inévitablement de l'utilisation de la langue. Voilà. Pour l'expression, blablabla, voilà. Vous avez compris. Et voilà, et après, bah, c'est un peu les problèmes parce qu'on passe au Tractatus, qui est soit un texte très simple, soit un texte incompréhensible selon la personne, donc voilà. Après, on n'est pas nombreux. Est-ce que vous voulez faire une pause ou on n'en fait pas? C'est comme vous voulez. Ok, bon bah on fait une pause alors, moi ça m'arrange.